Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour un nouvel enregistrement avec aujourd'hui le thème qui est comment choisir son groupe d'investigateurs. Alors, l'idée en fait c'est de partir ici de la liste en fait des différents investigateurs et se poser des questions suivant le nombre de joueurs, qu'est-ce qu'on va prendre comme investigateur. L'idée c'est de bien comprendre déjà en fait qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire au cours d'une campagne ou d'un scénario. Souvent, on va avoir besoin d'investiguer, c'est la base du jeu pour avancer les différents actes. On va avoir besoin de combattre, il y a des menaces qui vont nous arriver dessus. Éventuellement résister au pack de rencontres, notamment, je pense à la volonté, en fait, dans le thème de Cthulhu, de manière générale, résister aux attaques à notre santé mentale. Et parfois, faut bien savoir qu'on sera incapable de tuer rapidement une menace, et ça pourrait nous prendre plusieurs tours à l'encaisser, donc parfois on va être amené à vouloir esquiver. Sinon, de manière générale, c'est bien si on peut aller plus vite, être plus performant, etc. Mais ça pose un peu les bases de ce qu'on va vouloir faire. Ensuite, on va avoir à certains moments des boss, et justement c'est ceux-là qui vont nécessiter parfois plusieurs tours pour les gérer, et ça va poser la question, est-ce qu'on est équipé pour vraiment le tomber? Par exemple, si on est à 4 joueurs, qu'on tombe sur un boss qui a par exemple 8 points de vie par investigateur, et que tout ce qu'on a, c'est une arme à feu qui n'a que 4 munitions, on va très vite avoir un problème qui est qu'on n'a plus de balles, on lui colle plus rien dans la tronche, et lui il est encore là à nous coller peut-être 3 dégâts de santé, 3 dégâts de santé mentale par tour, c'est invivable. Donc il y a l'action qui va se poser de comment est-ce qu'on peut choisir notre groupe et notre deck pour arriver à gérer ça, pour se donner des chances d'arriver à terminer la campagne. Alors en solo, forcément vous allez devoir trouver quelqu'un qui sait un peu tout faire. Et si possible qui le fait assez rapidement. C'est là où on va voir en fait que les investigateurs n'ont pas toutes les mêmes spécialités. Ce qui va se passer en fait, c'est que les chercheurs du coup sont très bons pour investiguer, mais assez mauvais dans le reste souvent, avec quelques exceptions. Les gardiens sont très bons pour taper, tomber des gens, et c'est valable aussi pour les gens qui ont ça en classe secondaire. Par exemple, Finn, à chercheur en classe secondaire, il est assez bon pour investiguer. De la même manière, c'est Yorick qui est secondaire gardien, et il est assez bon pour taper, même si c'est un survivant à la base. Ensuite, on va avoir les survivants qui sont très bons en début de campagne et début de scénario. En fait, ils sont généralement directement efficaces sans rien, à poil. Surtout Ashcan Pete. Ashcan Pete a directement son chien, il est directement opérationnel en début de scénario. Ce qui n'est pas forcément autant le cas de Calvin Wright, qui lui va devenir plus fort s'il prend des dégâts, et des dégâts de santé mentale. Donc il va devenir badass au fur et à mesure du scénario. C'est pour ça d'ailleurs que, de manière générale, en fait, tous les investigateurs de la dernière campagne sont très bons dans cette dernière campagne, parce que la stratégie en fait avec Calvin, c'est d'être celui qui explore, qui passe toutes les cartes du deck d'exploration, et qui se prend toutes les horreurs dans la tronche. Comme ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui n'aime pas se prendre des dégâts qui se les prend, et lui il est opérationnel plus vite en fait. Dès le début du scénario, vous passez toutes vos actions à explorer, vous êtes au bord de la mort, et du coup c'est le moment où vous êtes le plus fort. Vous avez gagné énormément de toutes vos stats. Donc ouais, les survivants, c'est plus pour le début de campagne, mais ils sont assez polyvalents. En fin de campagne, le problème c'est qu'ils n'ont pas grand chose dans lequel dépenser leur expérience, et ils vont plus être ceux qui sont capables de porter le scénario, notamment face au boss. À quelques exceptions près, on le verra plus tard. Les truands, c'est l'inverse. En début de campagne, ils sont pas terribles. Ils sont polyvalents, mais ils sont vraiment pas terribles. Et au fur et à mesure en fait, de la campagne, ils vont devenir des montagnes de thunes et d'améliorations super fortes. Et c'est là où ils vont vraiment se révéler. Donc c'est assez intéressant d'avoir un truand en fin de scénar, fin de campagne. Mais ce qui est dommage en fait, c'est que c'est pas... Ok, ils ont les meilleurs choix d'XP, mais au final, des très bons choix d'XP, on en trouve aussi en chercheur, on en trouve dans une certaine mesure en gardien, et on en trouve beaucoup en mystique. Donc c'est pas quelque chose de très... Au final, de très particulier à leur classe, et c'est ça qui est un peu dommage pour les truands qui n'ont pas grand chose pour eux, je trouve, par rapport aux autres investigateurs. Il n'y a pas tant de raisons que ça de jouer truand, je trouve. Les mystiques, ils sont corrects en début de campagne, mais ils sont vraiment meilleurs en fin de campagne où ils ont beaucoup de gros choix d'XP. Et surtout, ils sont meilleurs en fin de scénario qu'en début de scénario. En fait,
un chercheur, il est directement opérationnel pour chercher généralement parce qu'il a une grande valeur en recherche. Un gardien, il va être généralement directement opérationnel pour taper vu qu'il a une grande valeur en combat. Et même si éventuellement ça leur prend une action de poser une arme ou de poser une loupe pour le cas des... Enfin même pas une loupe mais plutôt Dr. Marlon Christopher par exemple pour les chercheurs. Voilà, en fait ils sont très vite opérationnels. Un Ashcan Pit, dès sa première action il peut être opérationnel. Un survivant il peut se débrouiller avec regarde ce que j'ai trouvé ou des choses du genre pour compenser. C'est le principe des survivants de se débrouiller malgré le fait qu'ils ont rien pour eux. Et les mystiques, eux, ils vont devoir poser des sorts qui coûtent cher, en mettre plusieurs, mettre peut-être leur rosaire sacré, etc. Enfin, c'est difficile pour eux de s'installer. Parfois, il faut qu'ils trouvent des cartes particulières, justement, leurs sorts dans leur deck, ce qui peut leur prendre du temps. Donc c'est un peu le souci, c'est que souvent, ils vont commencer la partie par creuser, etc. Et c'est aussi pour ça que Agnès est aussi appréciée. C'est parce que Agnès, même à poil, à la limite, elle peut quand même déjà tuer des rats et des trucs du genre. Avec sa capacité je prends des horreurs, je me suicide et je tape des gens. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu. Et l'idée c'est que il va falloir compenser en fait vos faiblesses et trouver des forces. C'est-à-dire, je suis tout seul. Moi mon personnage préféré pour le solo c'est Ashcan Pit, c'est pour ça que j'ai fait une deck tech sur lui. Mais on peut penser à aussi Roland par exemple, qui est très bon en combat et sa capacité lui permet de compenser un petit peu son manque en fait de capacité à bien investiguer. Et malgré tout, il a en secondaire la possibilité de prendre des cartes de chercheur, donc il reste assez efficace pour faire les différentes actions nécessaires au cours d'un scénario. Et en solo, il y a moins besoin de s'enfuir vu que les boss ont moins de points de vie. Donc Roland est un très bon choix en solo aussi. Donc c'est ce genre de choix là qu'on va avoir en solo. Ensuite, imaginons qu'on est deux. Un choix typique en fait, c'est de prendre un gardien et un chercheur. Comme ça vous avez quelqu'un qui est très fort en combat, quelqu'un qui est très fort en recherche d'indices, et vous allez vous entraîner. Et là encore, les boss n'ont pas encore tant de points de vie que ça, donc si le gardien fait sa part et le chercheur se débrouille avec une étrange solution améliorée ou ce genre de choses là, ça se passe bien. Donc c'est souvent le truc le mieux en fait en multijoueur, ça devient assez intéressant de se spécialiser parce que en spécialisant vous avez au moins quelqu'un qui est très très fort dans un domaine. Et sinon la difficulté que vous pouvez avoir, imaginons que vous n'ayez que des polyvalents et vous arrivez sur une salle où il faut investiguer avec 5 de force, enfin voilà, la valeur occulte c'est de 5 ou même de 4, c'est pas facile quoi, vous allez louper des tests. Pareil, vous tombez sur un boss qui a 5 en combat, voilà, avec que des polyvalents, ça reste des valeurs qui sont assez hautes. Donc se spécialiser, ça permet de s'assurer que même les très hautes valeurs, on arrive à les passer. C'est assez intéressant en multijoueur. Donc on avait dit qu'il fallait compenser les différentes forces et faiblesses. Imaginons que j'ai un Ashcan Pit en duo. C'est pas mal, parce que j'ai quelqu'un de très polyvalent, etc. Mais en fin de campagne, je vais avoir du mal à être toujours aussi efficace. Je vais vraiment galérer. Donc c'est assez intéressant de prendre à l'inverse une classe peut-être polyvalente là aussi, mais qui a des meilleurs choix d'XP. Donc par exemple un truand ou un mystique. Et mon choix va plutôt vers les mystiques, personnellement. Mais voilà, il y a des gens qui adorent les truands, c'est vrai qu'ils ont des bons choix d'XP et qu'avec l'XP ils sont capables de faire des trucs très bien. Donc ça vous donne un peu un aperçu des différents mécanismes de compensation. Et par exemple, moi j'avais fait une campagne Carcosa récemment où j'avais un chercheur avec moi qui était Daisy, qui donc avait beaucoup en intellect, 5, donc elle faisait toute la recherche principale. J'avais un gardien avec moi qui était de mémoire Mark Harrigan, qui du coup voilà, allait casser des tronches, tout simplement. Et qui faisait toute la partie vraiment combat. Et moi je jouais du coup un polyvalent pour faire ça, parce que deux gardiens on aurait eu un problème pour rechercher, deux chercheurs on aurait eu un problème pour frapper, etc. Donc je joue un polyvalent. Et je pouvais me permettre de jouer un polyvalent un petit peu plus lent du fait que j'avais deux personnes qui sont assez rapidement opérationnelles avec moi. Donc j'ai choisi de prendre un mystique. Et il se trouve que le problème qu'on aurait eu, c'est qu'à partir de 3 joueurs, les boss sont très forts, ont beaucoup de points de vie, et que le besoin en fait de s'enfuir devient vraiment intéressant.
De manière générale, ça peut être une option intéressante de pouvoir s'enfuir. Parfois, c'est assez pratique, notamment pour les créatures qui ont la mécanique vengeance dans la dernière campagne. Comme ça, vous ajoutez pas des cartes avec la vengeance dans le pack de vengeance et vous prenez pas des malus supplémentaires. Mais souvent, au final, on est plutôt content de juste tuer le mob, surtout s'il a chasseur ou des trucs du genre. Au moins, on est débarrassé. Et on peut réinvestiguer dans la pièce, etc. On est moins embarrassé quand ça arrive. Et c'est vrai qu'en solo, s'il y a un lieu où on peut pas aller, bon, c'est pas dramatique, on pioche pas tant de mobs à la fois vu que c'est un par tour. Alors qu'en multijoueur, ben, genre à 3 joueurs, il y a limite un monstre par tour si ce n'est plus. Et si on commence à avoir des monstres sur toutes les désignations, pour enquêter nulle part, c'est un enfer. Donc il faut vraiment quelqu'un pour les tuer. Mais voilà, arrivé face au boss, et je vous spoilerai pas, mais il y en a qui sont bien vénères. Pouvoir s'échapper, c'est assez intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai choisi de prendre Séphina Rousseau. Séphina, en fait, du coup, c'est une truand mystique. Donc en termes de puissance en fin de partie, c'est la combinaison idéale. Elle a... Ce qui est super intéressant, en fait, c'est sa capacité d'avoir 13 cartes en main de départ, dont 5 qui sont cachées sous sa carte. Ce qui veut dire que malgré le fait que normalement vous auriez dû être assez limité en termes de capacité à être opérationnel direct, ben, avec les événements et le nombre de cartes que vous avez en main, au final vous pouvez vous débrouiller assez bien, ou en tout cas vous pouvez vous installer rapidement. Il n'y a pas besoin de passer plein d'actions à piocher des cartes. Vous allez directement passer peut-être 2 tours à vous installer et c'est bon, vous êtes prêt. Pendant ce temps, le gardien et le chercheur se sont occupés de ce qu'il y avait à faire en urgence, quoi. Et du coup, vous avez un personnage qui a une très bonne fin de partie, qui a un début de partie assez correct, qui a une très bonne fin de campagne. Son début de campagne est correct, et surtout, en fait, elle a des valeurs en agilité qui sont assez intéressantes. En fait, elle a 4 en agilité et 4 en volonté. Ce qui veut dire qu'elle va pouvoir lancer des sorts assez bien et s'échapper de manière assez bien. Et c'est vraiment arrivé, j'ai eu 2 scénarios où j'ai passé mon scénario à prendre l'aggro, m'échapper, prendre l'aggro, m'échapper, prendre l'aggro, m'échapper, juste pour donner du temps à mes potes pour faire des trucs, quoi. Donc j'ai pas mal sauvé la mise au final de mes potes. Bon, au bout d'un moment, ça a piqué, hein, je m'en suis pas sorti sans traumatisme, parce que bon, quand on commence à s'échapper pendant des plombes et qu'on se prend des attaques ratées de nos potes, genre il a voulu coller un coup de machette, il s'est raté, ça pique. Mais en tout cas, voilà, c'était une équipe qui marchait bien, parce que on avait quelqu'un pour s'enfuir, quelqu'un pour chercher, quelqu'un pour frapper, qu'on avait du début de partie, du fin de partie, du début de campagne, du fin de campagne, on était assez équilibré. Donc c'est vraiment ça que vous allez rechercher. Donc c'est un peu le raisonnement que vous devez avoir quand vous faites votre équipe. Donc forcément après vous avez plein de combinaisons parce qu'il y a plein d'investigateurs, mais c'est ça qu'il va falloir garder en tête. Je vais vous mentionner un dernier petit truc en fait, 2 derniers trucs en fait. Déjà, si vous n'avez pas envie d'imprimer des cartes, vous allez vouloir du coup vous répartir sur plusieurs classes et sous-classes en fait. Essayez d'avoir des trucs très variés pour pas trop vous marcher sur les pieds sur les cas de montée en expérience. Vous allez avoir le problème de Lola, qui prend beaucoup de cartes, qui est vraiment galère en termes de deck building. Donc si c'est... moi en tout cas, mon cas c'est que je suis le seul qui a la collection des cartes, et du coup c'est moi qui fais les decks pour tout le monde, et je joue jamais Lola, mais vraiment jamais, parce que ben je peux pas faire de deck pour 3 personnes, et qu'ils soient tous bons, et pas imprimer des cartes avec Lola dans la partie, c'est trop de me demander là. Donc ben Lola, désolé, mais voilà, si vous êtes à 2 ça peut passer, à 1 ça passe tout à fait, mais sinon après c'est prise de tête. Et le dernier truc, c'est que en fait il y a le next level qui est vraiment d'avoir une grande connaissance du jeu et de ce que vous pouvez faire avec un personnage. Et en fait il y a un mec sur les forums Reddit notamment en fait qui a pas mal parlé de... Il a utilisé Wendy et Daisy pour battre la campagne, notamment Carcosa, en expert. C'est un mec qui est vraiment très bon, parce que si vous allez regarder, je mettrai son lien dans la description. Si vous allez regarder, c'est comment est-ce qu'il s'y prend. Le mec connaît par cœur le scénario, les pièces, les rencontres qu'il peut se prendre dans la tronche. Il a prévu son plan d'XP pour toute la campagne. Et il a un plan de jeu d'action pour chaque scénario. C'est-à-dire que s'il sait qu'il a du temps devant lui,
avec Wendy, en fait, il va piocher plein de cartes en début de campagne pour essayer de trouver son amulette, trouver ses combos, etc. Et il a même un plan qui est de piocher tout son deck, jouer son amulette, après avoir remélangé du coup son deck, histoire de pas retirer ses événements de la partie et de pouvoir avoir son amulette en jeu et de jouer ses événements plein de fois. Donc c'est... Bah voilà, il a vraiment son plan d'action et c'est assez impressionnant à quel point il est allé loin pour ça. Et en fait, Wendy est un personnage très dur à jouer parce que en soi elle est nulle. C'est-à-dire que le truc que vous allez voir avec Wendy qui arrive souvent, c'est elle fait rien et elle se débrouille quand même parce que c'est un survivant donc ça fait toujours des trucs. Mais vous la voyez qui galérait, qui galère, qui est en train d'essayer de se débrouiller pour faire des trucs et aider un petit peu dans tous les sens, mais à être bonne nulle part non plus. Donc elle est jamais impressionnante. Et à un moment, il y a un boss qui arrive. Et là, il y a Wendy qui a un sursaut. Et qui fait... Elle joue 40 cartes en un tour et elle a one-shot le boss. Et vous êtes là... Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce qu'elle vient vraiment de one-shot une horreur... voilà, une horreur venue d'une autre dimension. Limite, il y a Cthulhu qui arrive, il y a Wendy qui le regarde dans les yeux, puis qui le one-shot, et on est là... Attends, quoi? Ça existe dans l'univers de Lovecraft? Ben, faut croire. Donc Wendy, en fait, elle a des combinaisons de cartes avec qui tout double notamment, et volonté de survivre, qui dit, bah, en fait, je sais exactement quelle est la difficulté du test, je ne prendrai pas de pion KO, donc je peux jouer qui tout double en étant sûr de réussir mon test, et je vais jouer plein de cartes qui vont me donner des bonus. Par exemple, il y a une carte en truand, qui dit que si vous réussissez le test avec 2 ou plus, vous gagnez une action. Il y a toutes les cartes de compétences classiques neutres qui disent que si vous réussissez, vous piochez une carte. Donc vous allez doubler tous ces bonus grâce à qui tout double. Ce qui veut dire que vous allez prendre 2 actions de plus ce tour-ci ou piocher 2 cartes avec votre carte maîtrise par exemple. Et en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est faire un tour de combat face au boss où vous allez jouer beaucoup d'actions. Vous allez réussir toutes vos actions vont faire plus de dégâts. Si vous réussissez une attaque avec qui tout double qui aurait dû faire 1 dégât, ou encore mieux, qui aurait dû faire 2 dégâts, bah à la place vous doublez. Donc si vous auriez dû faire 2 dégâts, vous en faites 4. Si vous avez fait l'attaque par surprise de mémoire qui colle 3 dégâts à votre adversaire, si vous avez réussi l'attaque, bah à la place ce sera 6. Donc c'est là où c'est vraiment fort en fait. Wendy, vous avez la possibilité de sculpter votre main en fait, vous préparez pour le boss, et là le boss arrive, tout le monde est en panique et vous faites PEUH! Allez, ciao. Et pourquoi est-ce que du coup il jouait Wendy avec Daisy? C'est parce qu'en fait Daisy peut utiliser l'ancien livre, le grimoire, pour à chaque tour choisir quelqu'un dans sa pièce et lui faire regarder ses 3 premières cartes et en garder une, remélanger le reste. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Daisy? Elle passe sa partie entière en tant que support en fait à suivre Wendy et l'aider à trouver toutes ses meilleures cartes. Et du coup, bah en effet, c'est assez facile pour Wendy qui a toujours des cartes comme regardez ce que j'ai trouvé pour continuer à investiguer, ou qui a sa batte de baseball et ses combos pour one-shot des trucs assez violents. Donc en fait il y a cette stratégie là aussi qui existe. Et c'est là où c'est intéressant et où vraiment je trouve que j'adore Horror Arkham et toutes les possibilités que ça ouvre en termes de création de deck et de combinaison de manière de jouer. Ce genre de choses là, ouais, ça existe en fait. Vous pouvez vous dire tiens bah moi j'aime ça, ou j'ai trouvé une approche avec ce personnage là et je veux trouver la meilleure chose, et vous allez finir par trouver un truc. Et en fait chaque personnage a un peu sa manière de le jouer qui le rend unique. Avec Sefina, vous pouvez mettre l'événement en XP qui est... je sais plus lequel événement c'est, mais qui dit que vous payez 5 et vous gagnez 13 de thunes. Et vous avez ensuite tous vos événements le monde peint en fait pour le copier. Et vous allez amasser un tas de thunes encore pire que ce que récupère Jenny. Et avec toutes ces thunes, bah, vous pouvez les dépenser ensuite dans toutes vos cartes permanentes qui vous boostent vos stats, dans des gros sorts ou des gros événements, et faire des trucs super forts. C'est un truc qui peut se faire avec Sefina. Avec Jim Culver, on peut prendre en fait la statue grotesque qui dit que vous allez piocher 2 pions KO au lieu d'un, donc avoir de grandes chances de réussir tous vos jets. Vous ajoutez à ça le fait que Jim traite de manière générale les crânes comme des zéros. Vous ajoutez en fait la carte récup. Donc ce qui va se passer, c'est que vous réussissez la plupart de vos tests. Et tout le temps en fait, parce que la mulette grotesque, vous allez la récupérer grâce à récup.
Et du coup, en fait, en permanence pendant toute la partie, vous allez tirer 2 symboles au lieu d'un. Donc vous allez réussir énormément de tests. Et ça rend la partie beaucoup plus facile. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très sympa et qui va intervenir en fait dans le choix d'équipe. Et ça va même aller plus loin, c'est-à-dire que, ok, Ashcan Pete, c'est un polyvalent. Est-ce que je pourrais pas le jouer gardien? Il a accès à 5 cartes de n'importe quelle classe. Eh bien, je peux lui prendre l'événement gardien qui dit que je fais un dégât de plus sur cette attaque si elle réussit. Je peux lui prendre une machette, En fait, je peux vraiment me dire, ben, très bien, ok, j'ai vraiment envie de jouer Ashcan Pete, mais voilà, il me faut un gardien pour mon équipe. Eh ben, pas de souci, je fais mon deck en fonction. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir garder en compte. L'important, c'est d'être capable d'être opérationnel en début de scénario, en fin de scénario, en début de campagne, en fin de campagne, de pouvoir enquêter et taper, et si vous êtes trop de joueurs, de pouvoir aussi s'enfuir. Et du coup, vous allez vous répartir les tâches comme ça. Voilà, j'espère que c'était clair. Je pense que j'ai abordé tous les grands aspects de comment est-ce qu'on construit notre équipe d'investigateurs pour affronter les horreurs de Aurora Arkham. Et sur ce, merci à tous, n'hésitez pas à mettre un like, à partager ou à commenter. Et on se retrouve justement dans les commentaires. Allez, sur ce, à ciao, bye.